Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans Libellisé, le podcast de Libération qui vous raconte la présidentielle. Le premier tour approche à grands pas et si vous n'êtes pas au courant, sachez qu'il se déroulera le 10 avril avec 12 candidats sur la ligne de départ. Voilà, vous savez l'essentiel. Enfin, on pourrait s'arrêter là, mais quand on voit vos nombreux messages sur libellisé@libération.fr, on se dit que vous voulez aller un peu plus loin. Eh bien, folie du hasard, ça tombe bien, nous aussi. Un épisode 8, est-il possible ? Nous n'hésitons pas à répondre que oui, alors c'est parti. Rien ne se passe jamais comme prévu dans une campagne présidentielle. Ce cliché des courses élyséennes, Éric Zemmour s'en est servi pour évoquer sa candidature et la percée dans les sondages qu'il a réalisés cet hiver. Et aujourd'hui, en effet, rien ne se passe comme prévu pour le candidat de Reconquête, puisqu'il dévisse dans les enquêtes d'opinion. L'ancien éditorialiste est actuellement remplacé par Jean-Luc Mélenchon dans la place de troisième homme. Un coup de mou pour le Z qui compte sur son meeting au Trocadéro pour reprendre du souffle et ancrer sa volonté d'union des droites dans le paysage politique français, le tout sur fond de propositions extrêmes concernant l'immigration, loin des préoccupations actuelles des Français. Libellisé, épisode 8, Éric Zemmour est-il déjà fini ? On va en parler avec Jonathan Boucher-Petersen, salut. Bonjour. Alors tu es donc rédacteur en chef adjoint du service politique et Tristan Berthelot, bonjour. Bonjour. Alors toi tu suis la campagne d'Éric Zemmour au sein du service politique. J'ai cette chance. C'est quoi l'ambiance actuellement dans les équipes de Zemmour, en sachant comme il décline un peu dans les sondages, est-ce que on est plutôt sombre ou alors que tout de même on y croit au 10 avril ? Non, l'ambiance est excellente, évidemment, tout le monde sourit, surtout à la presse, mais on est dans une espèce d'ambiance crépusculaire, étrange, dans un entre-deux. On a vu à plusieurs événements, au débat de Valeurs Actuelles, c'était assez marquant, et surtout à Metz, dans un meeting, où en fait on était dans une espèce de fin de campagne, où on tirait les leçons des semaines passées, donc on revenait sur tout ce qui s'était passé. Zemmour a fait d'ailleurs un mea culpa sur un certain nombre d'erreurs qu'il n'a pas citées. On est plus dans une ambiance de fin, mais on est aussi dans une bonne ambiance, comme je disais. D'ailleurs, Zemmour l'a dit là à des journalistes, j'y crois plus que jamais, je suis sûr que je serai au second tour, j'en suis sûr depuis des mois. Vous m'avez enterré plusieurs fois et je dirais pas que j'ai ressuscité à chaque fois, mais en tout cas, vous devriez être prudent. Alors, Jonathan, quand on voit aujourd'hui Éric Zemmour, on se dit il y a une chose qui l'a précipité, c'est la guerre en Ukraine. Est-ce qu'il y a vraiment un avant, un après concernant Zemmour ? Le décrochage avait commencé un petit peu avant, mais ça a été un accélérateur et un révélateur. C'est qu'on dit que souvent les crises, ça a été vrai pour la crise Covid, c'est particulièrement vrai pour la crise en Ukraine. C'est un révélateur de présidentialité, c'est-à-dire qu'autant il avait imposé ses thèmes. D'ailleurs, il expliquait à longueur d'interview que ce qui comptait dans une présidentielle, c'était d'imposer sa question et d'avoir la réponse. Donc on peut dire que la zémourisation du débat public lui a clairement profité. Ça a été toute la bulle Zemmour. Après, ça a été à double titre, c'est-à-dire quand on a commencé à voir dans quelle géopolitique il s'inscrivait, que des paroles assez radicales à l'égard d'un Vladimir Poutine qu'il admire de façon très décomplexée, de l'Ukraine dont il nie l'existence de façon tout aussi décomplexée, le discours sur les réfugiés qui manquait singulièrement d'humanité, a fortiori quand de l'autre côté de l'extrême droite, enfin juste à côté de lui, Marine Le Pen était beaucoup plus prudente dans la façon d'embrasser ces sujets. Et après, c'est vrai quand on arrive sur les sujets un peu plus dans le dur de la question du pouvoir d'achat, la question de la crise énergétique, tout simplement la question que se posent les Français de qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à la place du président en place. Et c'est vrai que là-dessus, il y a eu un espèce d'effet pchit sur le petit buzz qu'il y avait autour d'Éric Zemmour. Donc aujourd'hui, on se rend compte qu'il se rapatrie sur le noyau de sa proposition. C'est la proposition sur le ministère de la Remigration. Voilà, c'est l'idée de dire que, quoi qu'ils en disent, ils ont bien compris que le deuxième tour était plus à portée de main. Donc il s'agit de verrouiller le noyau pour limiter les dégâts et pouvoir en tout cas dire on n'aura pas été simplement un second rôle perturbateur de la présidentielle. Ce qui est assez étonnant, c'est que Éric Zemmour s'est souvent vanté, Tristan, de sentir finalement le pays. Là, on l'a vu avec le pouvoir d'achat, pas du tout. Avec la guerre en Ukraine, pas du tout. Et il continue en effet, comme vient de le dire Jonathan, à parler d'immigration, alors que ce n'est plus du tout dans les centres de préoccupation des Français. Ça veut dire qu'il y a un décalage ? En fait, lui, il considère pas ça du tout. Il dit je ne crois pas à ces sondages, je ne crois pas à ces études, je crois qu'elles sont manipulées par les médias. Il dit les médias passent leur temps à marteler partout le pouvoir d'achat, la guerre en Ukraine. Et donc, quand on interroge la population, forcément, les premiers sujets auxquels ils répondent, c'est mon intérêt, c'est le pouvoir d'achat et la guerre en Ukraine. Mais lui, il pense que le cœur de son électorat, qui se situe
conflit entre RN et le LR a 3 thèmes de prédilection favoris qui sont la sécurité, l'immigration et le terrorisme. Et donc, il ne pense qu'à parler à cet électorat-là. En cela, il fait sans doute une grave erreur, c'est-à-dire qu'au lieu de s'élargir à un autre électorat, il se recentre sur quelque chose d'assez serré et qui, par ailleurs, sont des thèmes plutôt négatifs. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a tenté, là, ces derniers jours, de reparler de ce ministère, enfin, de parler de ce ministère de la remigration, en tout cas de sortir le mot, qui est en réalité une niche plutôt identitaire. Et il était même allé, juste pour rajouter d'un mot, il avait dit, et il était un peu revenu sur ses propos en comprenant que c'était maladroit, que la guerre distrayait les Français des vrais sujets. Donc il était vraiment dans cette idée qu'il y avait une forme de quelque chose lui échappait et que c'était quasiment orchestré. Encore une fois, il y a toujours ce fond complotiste. Après, je ne sais pas s'il a complètement tort. C'est-à-dire, effectivement, s'il faut parler à tous les Français en tant que chef de l'État, il est obligé d'attraper le pouvoir d'achat, il est obligé d'attraper tous les thèmes au-delà de son cœur de métier. En revanche, là où il a eu une difficulté, c'est qu'en gros, il expliquait que le principal péril pour la France, c'était les vagues d'immigration, la submersion migratoire venue du Sud. Et on s'est rendu compte que le principal risque pour un pays, en tout cas du continent européen, c'était le nationalisme du voisin. Donc c'est vrai que ça lui a créé, même intellectuellement, une difficulté pour retrouver de l'espace. Oui, c'est ça. Mais est-ce que aussi il souffre, Éric Zemmour, de finalement cette absence de débat télévisé? Il misait beaucoup quand même aussi sur la télévision, lui qui est un homme de télé. Surtout, il a eu l'habitude d'être sur des plateaux pendant des années sans réellement de contradiction et surtout sans être face à des politiques professionnelles avec un agenda et un objectif particulier. Donc il avait l'habitude de gagner tous ces débats, d'avoir des longues phrases, de jamais être coupé. On l'a vu notamment avant le débat avec Pécresse, il avait tout le monde avait prévu une boucherie, il devait l'atomiser et tout ça. Et en fait, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Alors le débat était inaudible, mais en fait, elle s'est montrée beaucoup plus combative, beaucoup plus crédible, avec plus expérimentée politiquement et même plus technique sur l'immigration, alors que c'est censé être son sujet, quoi. Et on l'a vu d'ailleurs, il y a eu d'autres passages télévisuels qui ont été catastrophiques pour lui. Il y a eu ces longues minutes de gêne sur TF1. Mais derrière ça, il reste assez mauvais perdant, c'est-à-dire pour Pécresse, il dit elle avait tellement peur d'être écrasée par moi qu'elle a décidé de tuer le match. C'est un peu la technique classique des équipes faibles quand elles jouent au foot contre des forts, c'est-à-dire qu'ils se mettent en défense et ils frappent les joueurs dès qu'ils s'avancent, quoi. Et ça a créé un petit trauma jusque dans ses troupes. Le soir de l'émission de Pécresse, ils étaient censés célébrer la boucherie, il va l'éclater. Waouh, qu'est-ce qu'il est fort, Éric. La harpie Pécresse, tout ça. Et en fait, il y a eu un Twitter Space, donc qui a été organisé par spontanément d'ailleurs par plutôt les cercles de militants zémouriens, sur lequel Stanislas Rigaud, donc de Génération Zemmour, Samuel Lafont en charge de la communication numérique, Guillaume Pelletier, qui reste à peu près la seule prise de guerre côté droite, sont allés faire du cocooning, quasiment de la cellule psychologique pour dire il faut pas se laisser décourager, il faut continuer à y croire. Mais effectivement, ce qui était censé être un rendez-vous qui ouvre la dernière phase de la campagne en disant on finit d'enterrer Valérie Pécresse et il y aura un transfert de l'électorat de droite chez nous parce qu'il sera plus compétent, parce qu'il sera meilleur, parce qu'il sera plus enthousiasmant, s'est transformé en crash et est venu accentuer ce que la guerre en Ukraine avait commencé à mettre sur la table, c'est-à-dire le gros trou d'air et plutôt le côté ils ont pris le même toboggan, Valérie Pécresse et lui. Une chose, Tristan, aussi pour parler vraiment de l'équipe d'Éric Zemmour, même des proches d'Éric Zemmour disaient qu'il y avait trop d'amateurs autour de lui. Est-ce que c'est aussi un peu ça qui paye, c'est-à-dire cette équipe fait de bric et de broc aujourd'hui et qui finalement se rendent compte qu'une campagne c'est long, c'est difficile et qu'il faut des soutiens. Voilà, la question revient, c'est pourquoi cette mauvaise passe n'arrive que maintenant, en fait. Il a enchaîné les erreurs stratégiques, c'est-à-dire c'est même pas de la tentative de créer la polémique. Il n'y a pas eu que le scandale sur les enfants Sandler, il y a eu le doigt d'honneur à une opposante à Marseille, il y a eu le fusil pointé sur des journalistes, il y a eu la conférence de presse organisée devant le Bataclan, la sortie sur des handicapés, tout ça c'est des choses qui montrent un amateurisme important. D'ailleurs pendant longtemps on a même cru qu'il n'arriverait même pas à se présenter, à avoir les 500 parrainages parce que son entourage était trop débutant. Et oui, il a commencé très tôt, il a bénéficié de cette bulle médiatique tout en... Alors là on peut en revanche le noter, il a réussi à garder la main sur l'agenda assez longtemps avec des meetings impressionnants et donc à créer une espèce d'attente et d'envie chez les gens. Mais c'est vrai qu'à long terme, ça tient pas parce qu'il y a un moment donné où on attend aussi du concret. Est-ce que finalement aussi le problème, c'est que les Français le perçoivent toujours finalement comme un polémiste plus que comme un futur président ?
Oui, je pense que Marine Le Pen, pour le coup, a joué un rôle important. C'est-à-dire que dans un premier temps, elle a été bousculée, c'est le moins qu'on puisse dire, par l'irruption d'Éric Zemmour. Et au fur et à mesure, je veux dire, elle a envoyé quelques marqueurs de radicalité pour dire partez pas tous, moi aussi je suis d'extrême droite. Mais surtout, elle a déroulé un peu en mode force tranquille, cette espèce de discours de la compétence, le discours de dire avec un Zemmour, vous vous faites plaisir, on a connu ça, c'est l'époque Jean-Marie Le Pen, on sait les limites que ça a sur le plan électoral. Avec moi, vous avez quelqu'un qui a l'expérience, qui a préparé des projets de loi. Mon référendum sur les questions d'immigration, il est sur la table. On a vu d'ailleurs chez Cyril Hanouna, elle était opposée à Jean Messia, donc dans le camp Zemmour. Et il y avait cette espèce d'opposition, en gros, du ministère de la parole trash, et elle, dans quelque chose qui est de beaucoup plus posé, de beaucoup plus rassurant, sûrement pour un certain nombre d'électeurs. Et en fait, on se rend compte même sociologiquement, une fois que Zemmour a pris les quelques nostalgiques de Jean-Marie Le Pen et les franges les plus radicales du Rassemblement national, son salut se trouvait effectivement dans l'électorat plus bourgeois, dans les marges droitières et extrême droitières de l'électorat Fillon de 2017, qui continue quand même à être chez Pécresse. Et pendant ce temps-là, Marine Le Pen, qui est sur un credo quand même plus social, plus les classes populaires, la France des oubliés, qui a un cœur électoral qui est pas tellement sensible au discours d'Éric Zemmour, parce qu'il a rien à leur proposer à part d'alimenter leur peur. Voilà, elle a aussi retrouvé, elle, une surface, une capacité à convaincre. Et plus on se rapproche de l'échéance, plus on se rendait compte que, parce que si on rembobine un tout petit peu, il y avait deux arguments qui justifiaient la candidature d'Éric Zemmour, l'irruption. C'était un, vous savez très bien que Marine Le Pen ne peut pas gagner, donc moi, j'offre une alternative qui est crédible face à Emmanuel Macron. Et deux, de toute façon, au premier tour, je serai devant Marine Le Pen, donc ça justifie le fait que j'aille jusqu'au bout. Il y avait ce fameux rendez-vous, Robert Ménard en avait parlé, Marion Maréchal en avait parlé. À la mi-février, on verra bien qui est devant, et appelant celui qui serait derrière à se retirer. Donc ça, il a eu la capacité par son activisme à ce que la question se pose plus, mais formellement, il n'a jamais été devant Marine Le Pen. Il n'a jamais obtenu de meilleur score dans les sondages face à Emmanuel Macron que Marine Le Pen. Donc tout ça, au bout d'un moment, voilà, on finit un peu par pédaler dans la semoule. Je ne sais pas si c'est le terme qu'il aurait choisi lui-même, mais ça lui correspond assez bien. Ça tombe bien que tu parles de Marine Le Pen, puisque sur libellisé@libération.fr, vous pouvez nous laisser des messages vocaux, et notamment il y a le message de Laetitia. Elle habite à Nice et elle se pose une question justement concernant le couple Marine Le Pen et Éric Zemmour. Bonjour Laetitia, 35 ans, j'habite à Nice. Ma question, Éric Zemmour appellera-t-il à voter Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle ? Alors c'est assez intéressant Tristan, parce que je ne sais pas d'ailleurs, est-ce que Éric Zemmour s'est positionné sur la question ? Pas exactement, il a dit qu'il n'appellera pas à voter pour Emmanuel Macron. On sait qu'il a voté pour Marine Le Pen par ailleurs en 2017, après avoir voté pour François Fillon. Alors, il y a une nouvelle chose agitée par Éric Zemmour. Je crois que c'était à Metz lors de son meeting la semaine dernière. Il parle désormais de vote caché. Alors, pas forcément lui, mais ses adjoints, notamment Philippe de Villiers, sur Twitter. Beaucoup de ses fans, le vote caché, c'est en gros, on ne dit pas pour qui on vote aux instituts de sondage, et puis dans le secret de l'isoloir, on vote en fait pour Éric Zemmour. C'est un fantasme ou ça existe, le vote caché ? Non, ça existait à l'époque où les études de sondage se faisaient en face à face, ou en tout cas au téléphone, c'est-à-dire qu'il fallait, aux oreilles d'une personne humaine, dire pour qui on votait. Aujourd'hui, 99% des études et des sondages sont faits par questionnaires auto-administrés sur le web. Donc je ne sais pas qui s'auto-censure dans des questionnaires auto-administrés où on est en face juste de son ordinateur pour dire je vote Éric Zemmour. Voilà, ça pose une limite méthodologique ou même une limite de raisonnement. Là où on revend, parce que le côté Le Pen aussi, il parle d'un vote caché à Le Pen, donc chacun se dit c'est moi que les électeurs n'osent pas assumer. C'est plus intéressant sur le côté Le Pen parce qu'on est sur une sociologie qui est moins représentée dans les sondages. Le vote caché, c'est pas des gens qui n'assument pas, c'est plus aujourd'hui en tout cas des gens qui n'assument pas de dire pour qui ils votent, c'est des gens que les sondeurs ont du mal à attraper dans leur radar. Donc par la sociologie plus populaire, plus déconnectée, plus loin de la vie sociale, moins au cœur de la société, et on a publié des interviews sur le sujet, la question du vote, c'est pas du vote caché, c'est du vote invisible pour Marine Le Pen. En revanche, l'électorat d'Éric Zemmour, il est plus bourgeois, plus inséré, plus urbain. C'est des gens que les sondages repèrent très bien. Donc c'est évidemment rassurant de se dire, vous inquiétez pas, je baisse. En plus, c'est bizarre parce que on a l'impression que c'est un peu comme tous, hein, c'est en ça qu'il est très banal dans son rapport au sondage. Quand les sondages le portent, c'est la boussole absolument indépassable, indiscutable.
discutable. Quand il commence à décrocher, c'est un outil un peu bizarre, baroque, qui de toute façon n'arrive pas à illustrer la dynamique qui sent autour de lui. Et c'est ça qui est compliqué pour des candidats qui manquent d'expérience, c'est le décalage entre l'effervescence et le côté massif qu'il peut y avoir dans certains meetings et la réalité électorale. Parce qu'effectivement, ce week-end, il y a le meeting, donc le grand rassemblement au Trocadéro, qui sera, on peut l'imaginer, une démonstration de force si on le compare à un meeting d'Anne Hidalgo ou de Valérie Pécresse. Ça, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'on est capable de rassembler même plusieurs dizaines de milliers de personnes qu'on est au sommet de la présidentielle. Marine Le Pen est à 20% dans les sondages quand Éric Zemmour est à 10%. Si on se fie à la seule lecture des meetings, on se dit que ça n'a aucun sens. Et pourtant, on peut faire le pari aujourd'hui que Marine Le Pen sera nettement au-dessus d'Éric Zemmour au soir du premier tour. Paradoxalement, dans l'équipe de Zemmour, on parie plus sur l'abstention que sur le vote caché. C'est-à-dire qu'ils considèrent que leur électorat est par nature plus mobilisé ou plus mobilisable, en tout cas, que l'électorat populaire dont vient de parler Jonathan, qui est plus proche de Marine Le Pen. Et elle leur dit maintenant, dans les meetings, attention, on vous dit que l'élection est pliée, que Emmanuel Macron a gagné, il faut absolument que vous preniez votre destin en main, que vous veniez voter. En réalité, elle a surtout peur de perdre beaucoup de points entre les sondages et ce premier tour. Et derrière, c'est Zemmour qui aimerait en profiter. Il considère que son électorat plus âgé, plus bourgeois, a plus tendance à se mobiliser et à pas laisser tomber. Et c'est vrai que sur le terrain, dans les reportages, on a remarqué beaucoup dans les zones, en tout cas, où Marine Le Pen fait d'habitude historiquement des hauts scores, notamment dans le Nord, que les gens étaient vraiment de moins en moins intéressés à cette présidentielle. Alors on parlait de la famille Le Pen. Éric Zemmour, c'est le seul à avoir fait une affiche avec une autre personne à côté de lui, c'est Marion Maréchal. L'opération finalement n'a pas tellement réussi, elle lui rapporte rien. C'est vrai que on attendait dans ce camp-là beaucoup de Marion Maréchal. Elle est la star des droites radicales. Ils ont tous pendant longtemps fait monter cette petite idée qu'elle allait tout changer, que d'un seul coup le croisement des courbes allait avoir lieu, que ça allait offrir à Zemmour d'un seul coup une dynamique énorme. Alors il y a eu plusieurs choses, c'est-à-dire qu'elle a mis beaucoup de temps à venir et donc ses hésitations ont fait qu'elle ne maîtrisait plus le calendrier. Donc elle s'est présentée à un moment donné où Zemmour était en baisse dans les sondages, en plein milieu de la crise en Ukraine, et en plus son annonce a été faite lors d'un meeting où Zemmour avait dépassé son temps de parole, ce qui fait qu'il n'a pas été diffusé en direct. Donc l'effet a été un peu moins important. Par ailleurs, à ce meeting, l'événement qui a fait un peu parler, c'est un salut nazi qui était dans le public. Et l'autre chose, c'est qu'on avait oublié, mais Marion Maréchal n'est pas l'animal politique que l'on croit. Elle est beaucoup moins douée qu'on le pense. En discours, elle est finalement assez plate et ça dégringole assez vite quand on la voit en fait. Une chose, tout à l'heure, Jonathan, tu parlais du Trocadéro. Forcément, quand on pense Trocadéro, on pense François Fillon, on pense Nicolas Sarkozy. C'est aussi ça le clin d'œil d'Éric Zemmour ce week-end, de dire à la droite, voyez, je suis le candidat légitime, je suis l'héritier. Oui, c'est le gros clin d'œil, quoi. Après, le problème, c'est la campagne électorale, elle est faite de dynamique et c'est rare de renverser la tendance deux fois, d'une certaine manière. Donc il est parti de très bas, il est monté assez haut, il n'a fait que descendre. Et Valérie Pécresse est un peu dans la même équation, c'est-à-dire elle sort de la primaire, elle est tout d'un coup à 18-19%, lui est monté à 16 ou 18%, mais à partir du moment où s'installe l'idée que ça ne prend pas, que ça descend, on a tendance à paniquer un peu, à être moins lucide. Là, on se rend compte qu'aujourd'hui, le discours qui tient a aucune chance, c'est-à-dire d'aller au-delà de son noyau. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils ont, quoi qu'ils en disent, acté le fait que c'était foutu pour cette présidentielle, sauf circonstances exceptionnelles, il sera bien temps de ramasser la mise s'il se passe quelque chose, et qu'il y a beaucoup plus un enjeu à sécuriser l'après, la perspective des législatives, le fait de s'inscrire dans le paysage politique avec une droite à qui on promettait, pour le coup, le deuxième tour, qui à l'arrivée va se retrouver à devoir faire les comptes en disant on est dans un score qui est lilliputien pour le parti LR. Donc il y a quand même cette idée que... Donc après, j'allais dire, François Fillon, il avait rassemblé du monde quand même au Trocadéro, beaucoup moins que ce qu'il avait dit, mais beaucoup plus que ce qu'on peut rassembler dans un Zénith ou dans un Bercy. Donc voilà, encore une fois, il y aura un moment d'exaltation et de mobilisation de son camp, mais moi je ne crois pas une seconde à ce que ce soit l'effet d'entraînement nécessaire pour faire basculer des gens qui se diraient ah tiens, finalement, je bascule pour Éric Zemmour. D'autant plus qu'on oublie une chose, c'est que ces deux candidats ont certes fait des meetings géants au Trocadéro, mais ils ont aussi tous les deux perdu
perdu l'élection. Et à chaque fois, avant, ils ont été au Trocadéro. Donc c'est vrai que c'est pas le lieu qui porte bonheur, forcément. La base des LR, Tristan, toi qui suis justement Éric Zemmour tout au long de cette campagne, tu sens une différence justement entre les têtes pensantes des LR qui pencheraient davantage vers Emmanuel Macron et une base qui est tentée par Éric Zemmour ou pas? En fait, la promesse d'union des droites formulée par Éric Zemmour, qui est en réalité factice, n'a ramené à elle que des figures assez radicales, historiquement en tout cas, de LR. Guillaume Pelletier, si on regarde son CV, est passé par le FN, par le MNR, par le parti de Villiers. Il était proche de Maigret, il était chez LR, mais dans une frange assez radicale. Il n'y a pas eu d'effet de surprise quand il a débarqué chez Zemmour. Et en fait, il n'y a pas non plus d'autres figures de la droite, en tout cas traditionnelle, républicaine, si on peut l'appeler comme ça, qui s'est rapproché de Zemmour. Donc finalement, la seule différence entre l'électorat du RN et le LR, c'est cette fissure dans laquelle s'est intégré Zemmour, c'est-à-dire un électorat qui a à la fois des idées plus radicales sur l'immigration que LR et qui a un électorat plus bourgeois que le RN. Et donc on a ce mélange un peu plus riche avec des idées toujours aussi dures qui montre en fait cette union des droites est encore une fois une niche. Qu'est-ce qui va rester finalement d'Éric Zemmour avec des propositions plus extrêmes que celles de Marine Le Pen, donc plus à droite que l'extrême droite, qui pourrait tout de même rassembler, alors si on tient aujourd'hui, entre 9 et 11% des électeurs? Non, ce qui est pas rien, encore une fois. C'est vrai que c'est toujours difficile de savoir si un Éric Zemmour à 11%, c'est une campagne où il a réussi. Par rapport à là où, si on réfléchit à là d'où il est parti, il y a beaucoup de candidats qui seraient incapables d'arriver à ce niveau-là. En même temps, par rapport au score qui lui était promis et surtout par rapport à lui, le discours, la promesse de dire moi je joue la victoire, on est obligé d'être forcément sévère avec le niveau où il en est, puisque c'est pas du tout un niveau où on joue les premiers rôles. Non, encore une fois, je pense que vraiment l'enjeu pour Zemmour, c'est si c'est un one shot, je fais un tour et je voulais faire en gros une Macron identitaire, l'irruption, la surprise, la sidération et j'emporte le morceau, on peut dire que c'est un échec patent. S'il y a quelque chose qui s'inscrit un peu plus dans le moyen et dans le long terme en disant je mets la première pierre d'une recomposition plus large, clairement 10-11% c'est un point d'appui, surtout si c'est au coude à coude avec la candidate LR, c'est un point d'appui pour construire quelque chose. Mais encore une fois, là où ils ont et l'un et l'autre, c'est-à-dire et Pécresse et Zemmour, une vraie difficulté, c'est que si l'électorat de droite, c'est l'électorat de François Fillon en 2017, aujourd'hui, à quelques jours de l'élection, celui qui attire le plus d'électeurs de François Fillon, c'est Emmanuel Macron. Donc ça veut dire que cette droite qui était, on va dire, libérale identitaire, encore que c'est un peu excessif de le dire comme ça pour François Fillon, mais la fin de sa campagne s'est faite sur ce credo-là, et ben elle est plus libérale que identitaire en fait. C'est-à-dire que l'intérêt de classe, de dire moi je veux des baisses d'impôts, moi je veux le rapport à la société, tout ça, c'est une droite qui est moins réactionnaire que ce qu'on croyait et qui est plus libérale que ce qu'on pouvait croire. Donc encore une fois, la difficulté, c'est pas tant d'arriver à se partager le gâteau, parce que ça, il y en a un peu pour tout le monde, mais ça finit par faire 10 points pour l'un, 5 points pour l'un, 5 points pour l'autre, quoi. Donc c'est pas de nature à jouer les premiers rôles. Il y a aussi le fait qu'Éric Zemmour, l'idéologue, aura mieux réussi que Éric Zemmour, le politicien, puisqu'il va rester après lui quand même cet élargissement de ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire la fenêtre de l'acceptable dans les opinions, quoi, ce qu'on considère au départ comme acceptable et qui, au fur et à mesure d'être répété, rend acceptable des choses qui étaient horribles dans le passé. On a énormément parlé ces derniers mois, ces dernières semaines du grand remplacement, qui pourtant est une théorie raciste et complotiste qui était réservée jusqu'à il y a pas si longtemps à des niches identitaires. Et aujourd'hui, il y a un nouveau vocabulaire qui est en train d'arriver. Et d'ailleurs, les équipes de Zemmour ont promis qu'il y en aurait d'autres. On parle de remigration. C'était impensable il y a quelques semaines, quelques mois. Et Zemmour, sans doute, est en train, dans les derniers moments de sa campagne, d'imposer ce genre de nouveaux mots, de ce vocabulaire qui va sans doute, dans les années à venir, devenir de plus en plus un vocabulaire de plus en plus banal et banaliser ce genre d'idées. Et là, ça devient vraiment dangereux. Alors moi, j'ai une petite nuance sur ce sujet. D'une certaine manière, le fait que Éric Zemmour soit face à un plafond de verre,
que Valérie Pécresse paye par sa radicalité, en tout cas qu'on puisse expliquer sa dégringolade par sa radicalité. Qu'une Marine Le Pen, si elle est aujourd'hui retrouve des niveaux de septembre dernier, autour de 19-20%, justement en évitant les formulations trash, cette espèce de glissement sémantique qui rappelle plutôt son père. S'il y a Emmanuel Macron à qui on peut faire beaucoup de reproches et dont on peut documenter la droitisation, mais se laisse pas tellement aller non plus à des formulations comme ça, voilà, je me dis, est-ce que quand on regardera le bilan de cette campagne, est-ce que vraiment la fenêtre d'Overton se sera élargie ou est-ce que ça restera aussi un pari raté d'Éric Zemmour qui finit par être, qui reste quelqu'un de singulier sur la scène politique aujourd'hui? La candidature d'Éric Zemmour aura marqué aussi pour une chose, c'est qu'il a attiré beaucoup de jeunes. Vraiment dans ces meetings, et on le voit même. Il y a Jean-Luc Mélenchon et lui. Aujourd'hui, cette jeunesse, est-ce qu'elle va continuer à le suivre et pourquoi il a réussi à attirer autant de jeunes? Est-ce qu'on le sait? Il y a deux choses. D'abord, il y a eu cette stratégie tournée vers les jeunes et puis s'accompagne à chercher dès les moments de création de l'équipe à se tourner vers des jeunes. De l'Uni, on a Samuel Lafont qui a un gros réseau chez les étudiants de droite. Ensuite, il y a les jeunes du Parti chrétien-démocrate. Il y a ceux qui suivent Philippe de Villiers. Et puis, par nature, la jeunesse est plus radicale. Alors ça, c'est un avantage, c'est qu'elle remplit les meetings. Et d'ailleurs, les meetings de Zemmour ont un enthousiasme que vraiment beaucoup d'autres candidats envieraient. Hein. Ils sont vraiment impressionnants pour le coup, même si toute la mise en scène est faite pour ça. L'inconvénient, c'est que cette jeunesse plus radicale, quand elle vieillit, elle s'adoucit. Ouais, mais c'est parce que je pense, encore une fois, c'est toujours l'effet loupe des meetings. C'est-à-dire qu'il est capable, dans ces meetings, de mettre en scène beaucoup de jeunes. Et il y a toute une frange identitaire, une frange de la droite radicale qui n'attendait que ça. Et il est apparu un peu comme l'homme providentiel pour eux, enfin, celui où cette jeunesse allait pouvoir s'ébrouer de façon totalement décomplexée. C'est difficile à voir aujourd'hui parce que les votes sont très volatiles et que, encore une fois, en fonction du niveau d'abstention, et les jeunes sont souvent les derniers à prendre leurs décisions. Mais moi, je ne ferai pas totalement le pari que le vote jeune de cette élection, ce sera le vote Zemmour. C'est la fin de ce 8e épisode de Libellisé. Merci Tristan, merci Jonathan. Alors avant de se quitter, un petit message. Pour le mois d'avril, Libellisé va accélérer sa cadence, notamment entre les 2 tours et les lendemains de scrutin. Vous avez l'habitude de participer à ce podcast via libellisé@libération.fr et nous avons envie de savoir ce qui vous plairait d'entendre en fait, quel sujet, quelle thématique aimeriez-vous voir abordée par les journalistes de Libération afin d'y voir plus clair dans le paysage politique français. On compte sur vous. Alors au passage, n'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez le faire sur Apple Podcast, Deezer ou Podcast Addict et c'est la bonne façon de ne rater aucun épisode. Alors n'hésitez pas en plus à mettre 5 étoiles, on compte sur vous. Nous, on se retrouve jeudi prochain.